Bonjour à tous. Dans cette émission Hors les murs, la rédaction de KTO vous invite à découvrir de l'intérieur l'enseignement professionnel au sein de l'enseignement catholique. Reportage et entretien nous emmènent à la rencontre d'étudiants, d'élèves, d'équipes pédagogiques pour poser un regard renouvelé sur la voie professionnelle. Au niveau national, il faut savoir qu'après la troisième, plus de 3 jeunes sur 10 poursuivent leur parcours de formation en lycée professionnel en pleine réforme depuis 2018 et 2023. Cela concerne pour l'enseignement catholique 250 000 élèves dans un millier d'établissements. CAP, Bac Pro, BTS, Bachelor. Que propose l'enseignement catholique et pourquoi souhaite-t-il valoriser ces formations professionnalisantes? Nous en parlerons autour de l'accompagnement des élèves, des innovations pédagogiques, de l'insertion professionnelle et du déploiement du caractère propre dans ces établissements. Et notre émission, elle débute ici, au nord de Paris, dans le 93, dans cet établissement La Salle Saint-Denis, qui depuis 3 siècles est mobilisé pour favoriser l'intégration professionnelle de jeunes. C'est un reportage d'Isabelle Karaïskos. Longtemps, on l'a perçu comme une orientation subie. Pourtant, au lycée La Salle de Saint-Denis, la voie professionnelle ressemble plutôt à une rampe de lancement, où l'on découvre ou redécouvre le goût d'apprendre. Ça, c'est le projet que je suis en train de faire pour la fin d'année, qui est un oral de chef-d'œuvre. On doit réaliser un bâtiment. Ça fait depuis que je suis toute petite que je souhaite faire architecte. Au collège, j'avais pas forcément les meilleures moyennes, j'étais pas la plus forte et tout, mais j'avais une moyenne qui était assez abordable pour pouvoir rentrer en général. Mais c'était pas forcément ce que je voulais parce que c'était un cadre strict, discipline, et moi c'est pas ça qui m'intéresse. J'aime bien voir le concret, pouvoir voir concrètement ce que c'est qu'un métier. Après son bac pro cette année, Ilham veut ensuite intégrer un master de 5 ans dans une école d'architecte. Mais le choix de la filière pro n'a pas toujours été bien vécu par sa famille. En fait, c'était plutôt ma mère qui avait des préjugés parce qu'elle pensait que c'était dénigrant. Au début, j'y croyais aussi, mais après, en fait, une fois être venue dans cette filière, j'ai vu que c'était pas du tout dénigrant, que c'était vraiment un plus et un atout d'être en filière professionnelle. Nathan est lui aussi en terminale TB2A. Comme de nombreux élèves qui ont choisi le bac pro, il a avant ça mal vécu la filière générale. J'avais des difficultés au collège. Donc en fait j'ai ce qu'on appelle de la dyslexie et c'était un peu compliqué, donc tout ce qui était apprentissage de leçons et quand on n'aime pas ce qu'on fait c'est un peu compliqué. Alors j'ai préféré directement m'orienter vers le métier en passant par une filière professionnelle qui est directement dédiée à ça. En rentrant en seconde, j'ai vu ce que je faisais, c'était quoi le réel objectif derrière, donc j'avais un réel but derrière. Là le matin je viens en cours avec le sourire. Mais la voie pro, c'est quoi? Avec une spécialisation professionnelle dès la seconde, avec un choix fait en fin de troisième, des enseignements théoriques, mais surtout pratiques, comme par exemple ici, travailler sur des circuits électriques ou apprendre le codage. Objectif, passer un bac spécialisé dans un métier. Dans cet établissement lassallien, 3 bacs pro sont proposés. Études du bâtiment, métier de l'électricité et cybersécurité informatique. C'est mieux d'avoir de l'expérience en bac pro déjà pour aller en école d'ingé. Là, il y a l'expérience des stages, des heures en matière pro, etc. Avec 6 mois de stage répartis sur les 3 ans entre seconde et terminale, les élèves du bac pro ont déjà eu un contact majeur avec le monde de l'entreprise. L'enseignement professionnel, c'est accueillir les jeunes comme ils sont, en les dirigeant vers une voie qui leur correspond. D'abord, j'avais été en seconde générale. Et on avait remarqué que je n'avais pas vraiment le niveau requis pour cette filière. Et on m'a mis en pro pour que ça me facilite les choses. Au début, j'étais pas vraiment d'accord avec ça. Puis plus ça allait, plus j'ai commencé à bien aimer cette filière. Parce que ça correspondait à ce que j'aimerais faire plus tard. Une passion que j'ai découvert, j'aimerais bien travailler dans la réparation électronique, tout ce qui est téléphone, tablette, ordinateur. Tenter de le réparer. Et après, on verra s'il faut jeter ou pas. L'idée, c'est que vous finissiez donc aujourd'hui tout votre cahier des charges en expliquant bien à quel handicap vous dédiez votre production. Certains élèves ne pourraient pas réussir un baccalauréat sans passer par la voie professionnelle parce que ce serait trop lourd
de rester assis trop longtemps en classe, parce qu'en fait c'est ça aussi. D'avoir des heures d'atelier, ça leur permet de souffler, d'avoir quelque chose de concret, d'être satisfait aussi de ce qu'ils peuvent faire. Et puis les accompagnements pédagogiques qu'on met en place au lycée professionnel, dans notre façon d'enseigner, quand on est enseignant, en fait, dans notre relation aux élèves, dans notre relation au groupe, du coup permet à certains élèves aussi de reprendre confiance et de réussir là où ils auraient peut-être échoué en voie générale. Reprendre confiance, car le succès n'est pas un miracle automatique. C'est avant tout pour l'équipe pédagogique un combat contre le découragement. Alors souvent quand on retrouve nos élèves en seconde professionnelle, ils ont été soit un peu dégoûtés, je dirais, de l'école au collège, soit ils n'arrivent pas en très bon état. Ils ont besoin de reprendre confiance en eux et d'aller vers de l'exigence. Jusque-là, ils avaient laissé leur exigence de côté, ils n'étaient plus assez exigeants. On leur répète souvent une phrase de Jean-Baptiste de Lassalle qui est « porter honneur et respect à tous ». Et on leur dit qu'il faut vraiment se l'approprier cette phase, c'est-à-dire se respecter à soi-même et se porter honneur à soi. Le chef d'établissement a depuis 2 ans fait des choix forts en fusionnant les lycées. Les élèves du pro comme du général sont à présent mélangés dans la même cour et plusieurs des enseignants font cours aussi bien en classe générale qu'en professionnelle. Une transformation qui ne s'est pas faite sans résistance. Et dans la cafétéria du lycée de la Salle Saint-Denis, nous retrouvons Franck Talleux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général pour la voie professionnelle au sein de l'enseignement catholique en France. Commençons peut-être par déconstruire les stéréotypes, parce qu'on a l'image peut-être caricaturale, bien sûr caricaturale des écoles catholiques élitistes. C'est méconnaître un élément fondateur de l'ADN des écoles catholiques, parce qu'ici, par exemple, on l'a dit, la Salle Saint-Denis a été fondée en 1708. 1708, à l'établissement qui a été fondé par Saint Jean-Baptiste de la Salle, puisque Saint Jean-Baptiste a fondé lui-même un certain nombre d'établissements. Et dès le début de son histoire, l'insertion professionnelle, j'utilise un terme d'aujourd'hui, était parmi les préoccupations de Saint Jean-Baptiste. Et on oublie bien souvent que la très grande majorité des fondateurs d'écoles catholiques avaient pour ambition de former les jeunes à un métier, à une formation professionnelle. On connaît Don Bosco, on connaît Saint-Vincent de Paul, Saint Jean-Baptiste de la Salle, une quantité de congrégations féminines aussi qui ont créé beaucoup d'écoles ménagères ou d'écoles familiales. Et ça fait partie, ça, vraiment de l'ADN de l'enseignement catholique. Nous avons plus d'établissements qui ont une vocation professionnalisante à leur origine que d'établissements qui avaient une vocation généraliste. Autre caricature, la filière pro, voie de garage face à l'échec scolaire. Alors, voie d'excellence ou voie de garage ? Alors, c'est une voie d'excellence. Elle est une voie de garage si elle n'est pas vécue pleinement. C'est-à-dire que l'orientation arrive souvent bien trop tard. On voit bien qu'il y a quand même une proportion de réorientation plus importante dans la voie professionnelle que dans la voie générale. Mais à la sortie, c'est ça qui est important. À la sortie, on a un fort taux de réussite d'insertion professionnelle. Et c'est ça l'objectif de la voie professionnelle, c'est l'insertion. Aujourd'hui, en France, un jeune sur 10 qui va sortir cet été et intégrer le monde de l'entreprise, vient d'une structure de l'enseignement catholique. Et je crois que ça révèle que la voie professionnelle n'est pas une voie de garage. Et il y a l'immense défi d'accueillir les élèves aussi qui sont en échec scolaire, en difficulté, qui n'ont pas choisi forcément leur voie. Effectivement, alors beaucoup de jeunes ne choisissent pas la voie professionnelle parce que la voie professionnelle porte malheureusement cette image d'une voie difficile, d'une voie par défaut, d'un choix par défaut. Alors que dans la logique des choses, ça devrait plutôt être l'inverse. Or, les choses ne sont pas du tout construites comme cela en France. L'école s'est construite sur une ambition élitiste. Le lycée napoléonien, c'est ça, c'est former les élites de la France. C'est aussi, après la Révolution française, la suppression d'un rôle très important dans la formation des corporations. Et je dirais, c'est presque 2 siècles d'histoire à rattraper que la loi de 2018 a d'une certaine manière permis de rattraper en laissant une place forte au monde de l'entreprise,
pour les questions de formation professionnelle. Et 2018, c'est la date de la loi Avenir, la réforme de la voie professionnelle, puis après il y a eu 2023. Qu'est-ce qui a changé la réforme ? Le grand changement, c'est que les entreprises ont une part plus importante dans la voie professionnelle et c'est ce qui a permis un développement extrêmement important de l'apprentissage. Nous avons rattrapé. Je crois que c'est difficile en France de vraiment mettre en lumière nos réussites. On aime beaucoup râler, on aime beaucoup dire ce qui ne va pas, mais aujourd'hui, nous faisons partie des grandes nations de l'apprentissage. J'espère que cela va se poursuivre, mais le grand changement, il est là, c'est que l'entreprise devient un acteur à part entière de la formation du jeune. Est-ce que ça rejoint les jeunes qui sont déboussolés ou en difficulté pour leur permettre de se réapproprier en quelque sorte leur orientation ? Oui. Je crois que on a beaucoup de jeunes que nous ne savons pas évaluer correctement pendant leur collège. Quand j'étais chef d'établissement, un jeune avait régulièrement une appréciation de ses professeurs sur son manque de travail et j'entendais souvent dire de lui qu'il n'était pas courageux. Et il était passionné, lui, par les travaux du bâtiment. Et il peut partir en pré-apprentissage et puis j'apprends qu'il part en apprentissage et puis je perds un peu la trace de ce jeune. Et un jour, à titre personnel, j'ai un entrepreneur qui vient chez moi faire un devis. Puis il apprend que je suis directeur du groupe Jeanne d'Arc de la Salle, d'où venait cet élève. Et il me dit, mais j'ai un jeune moi, qui vient de chez vous. Et il me parle justement de ce jeune. Et la première appréciation qu'il en fait, c'est qu'est-ce qu'il est courageux, ce jeune. Vous voyez, la vie de ce professionnel était l'opposé de ceux des enseignants. Qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça dit ? C'est-à-dire que la notion de courage pour un professeur de mathématiques, et c'est normal, pour qui un jeune courageux, c'est quelqu'un qui va être capable de faire 2 exercices de plus parce qu'il est passionné par les maths, c'est pas forcément la même notion que pour le jeune entrepreneur, parce que ce jeune qui aimait, alors il était devenu carreleur, le jeune qui aime faire son travail de carreleur, eh bien il va le faire avec passion et puis le faire avec courage. Donc on n'a pas les mêmes appréciations et le monde de l'école n'est pas celui de l'entreprise. En filière pro, en voie professionnelle, ce qui est important pour vous, c'est la pédagogie de l'incarnation qui résonne évidemment de manière très importante avec le caractère propre de l'enseignement catholique. De quoi s'agit-il ? C'est une pédagogie de l'atelier, une pédagogie où on expérimente avec la totalité de son être. Beaucoup de jeunes, je crois, sont en difficulté au collège parce qu'il y a peu de place pour une application concrète des choses. Je trouve qu'une des plus belle page de la pédagogie du Christ, la pédagogie d'incarnation, c'est celle du Christ. Une des plus belles pages, c'est celle des pèlerins d'Emmaüs. Et je suis persuadé que beaucoup de professeurs de lycées professionnels pourraient s'y retrouver. Déjà, même s'il a peu de temps, il n'a que le temps de marche jusqu'à Emmaüs, entre Jérusalem et Emmaüs, le Christ s'intéresse d'abord à ce qu'ont vécu ces 2 élèves, d'une certaine manière. Et puis à un moment donné, il leur donne une formation théorique. Puis on voit qu'elle n'est pas suffisante. Les choses se révèlent à leurs yeux au moment de la fraction du pain, quand quelque chose est réellement incarné. Et là, leurs yeux s'éveillent, et il n'a plus besoin d'être là, d'ailleurs, puisqu'on lui dit que le Christ s'efface. La pédagogie du lycée professionnel, c'est ça, bien sûr, qu'il y a de la théorie. Mais à un moment donné, il y a un geste qui révèle les choses. Et si je prends cet exemple-là, ce n'est pas n'importe quel geste, puisque c'est celui qui est accompagné d'une phrase que nous entendons pour ceux qui vont à la messe régulièrement, que nous entendons tous les dimanches. C'est le fruit de la vigne ou de la terre et du travail des hommes. Et tout compte fait, est-ce que déjà à ce moment-là, le Christ ne nous dit pas quelque chose du travail qui est complètement incarné dans notre être et l'importance que cela doit avoir. Et je crois que nos lycées professionnels, nos lycées professionnalisants, parce qu'on a beaucoup de campus aujourd'hui avec du supérieur, eh bien, révèlent cela. D'ailleurs, la place que le travail a dans la réalité de notre être. Merci beaucoup Franck Talleux. Pour les écoles sous contrat avec l'État, les écoles privées sous contrat avec l'État, les programmes sont ceux décidés par le ministère de l'Éducation nationale ou de l'Agriculture, mais on sait qu'une des caractéristiques des écoles catholiques, eh bien, c'est leur liberté. Alors quelles sont les innovations pédagogiques dans cette voie professionnelle? Comment élèves et étudiants reprennent en main leur orientation et leur formation? Notre journaliste Alexei Vochniuk s'est rendu dans le Nord, à l'Institut de Genêt, qui a notamment développé un pôle d'enseignement agricole et technologique très important.
À l'Institut de Genève, c'est la pause de midi. Parmi les plus de 3000 élèves, étudiants ou apprentis de l'établissement qui suivent ici des formations générales, technologiques et professionnelles, nous rencontrons 3 amies, Inès, Océane et Philippine. La semaine prochaine, lundi, je tourne sur le terrain avec un veto, donc je pense que ça va être hyper intéressant. Toutes les 3 étudient en licence professionnelle production animale élevage. L'Institut de Genève est un fleuron de l'enseignement agricole catholique. Il propose de nombreuses formations en alternance aux métiers de la nature et du vivant, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, du commerce ou encore de l'environnement. Ça met une petite pression. Si t'aimes bien ton boulot, t'as envie d'être embauché, mais tu te dis ouais, mais si je fais une erreur, ça se trouve, ils vont pas vouloir me garder. Donc... Inès est arrivée ici après un BTS dans un autre lycée. Grâce à l'alternance, elle trouve enfin le concret qu'elle recherchait. J'avais hâte de travailler. Je voulais un revenu pour me sécuriser. C'était dur de passer tout le temps en classe, d'être tout le temps concentré. Et en fait, on n'avait pas vraiment de concret. Et là, je me suis dit avec l'alternance, je serai à l'école, mais après, je serai sur le terrain. Donc, je pourrais appliquer ce que j'ai vu en classe. Et tout de suite, certains cours me paraîtront plus compréhensibles quand j'aurai vu vraiment comment ça se passe. Même pour les banques, maintenant, avec le contexte, si t'as pas un CDI, ils ont du mal à prêter de l'argent. Toutes les 3 sont en alternance depuis 1 an. Et leurs entreprises leur ont déjà proposé de les embaucher en CDI ou CDD. Une vraie joie pour Philippine, qui peut se projeter dans l'avenir. Avoir un CDI, c'est la stabilité, c'est le fait de pouvoir commencer la vie active plus sereinement et justement de pouvoir se projeter dans l'avenir avec potentiellement l'achat d'une maison avec mon compagnon. Trouver du travail sans avoir fait d'alternance, je pense que c'est plus compliqué. Donc tout ce qui va être moyen de communication corporate. Pour Coralie Cornu, cette réussite repose sur une approche innovante de l'Institut, fondée sur une collaboration étroite avec les entreprises, afin de former des jeunes adaptés aux besoins du terrain. Nous, ce qu'on met en avant dans notre formation, c'est un réel partenariat avec les professionnels, c'est-à-dire que les sujets d'études, on les décide avec les entreprises lors de temps privilégiés, de suivi des jeunes, de visites en entreprise. J'ai effectivement, on va dire, un bon tiers de mes étudiants qui justement trouvent que l'école à temps plein, c'est ennuyeux, ils y voient plus forcément d'intérêt, ils ont besoin de bouger, ils ont besoin d'activités. Et en plus, on a des entreprises qui sont demandeuses et qui ont besoin justement de jeunes dynamiques, motivés et qui vont avoir cette envie d'arriver sur le terrain. À quelques kilomètres de l'Institut, Victorine, étudiante en BTS métier de l'élevage, effectue son alternance dans une entreprise spécialisée en production laitière. Le matin, on nettoie, on enlève les restes s'il y en a. Et ensuite, on remet du maïs avec du colza. On rabat tout contre le mur pour être sûr que ce soit bien distribué et que tout le monde puisse en avoir en quantité raisonnable. Issue d'une famille d'agriculteurs, Victorine a toujours aimé travailler avec les animaux, malgré les contraintes du métier. C'est du lundi au dimanche et on ne peut pas oublier par exemple une traite. Il faut toujours avoir de la surveillance, jour et nuit, parce qu'il peut se passer tout dans les animaux. Parfois le réveil est un peu compliqué, mais on sait qu'il faut y aller, qu'on n'a pas le choix, et une fois qu'on y est, qu'on se met en route, ça va tout seul. Jean-Michel Carlier, responsable de l'exploitation, a accepté de l'accueillir en alternance car il juge important de transmettre son savoir-faire à des jeunes motivés, devenus de plus en plus rares. C'est un métier qui est prenant, qui demande à s'impliquer énormément. Et aujourd'hui, je dirais qu'on vit dans une société qui est un petit peu déconnectée par rapport à notre travail, par rapport à tout ce qu'on fait. Et donc, pour les jeunes qui vivent aujourd'hui et qui doivent faire le métier, c'est de savoir s'adapter. Il faut être présent, il ne faut pas être collé à la pendule, il ne faut pas être collé au congé, à ce qui se fait à côté. Il faut se donner. Et je crois que c'est ça qui est le plus compliqué. Pour David Boulinguet, directeur général adjoint en charge de l'enseignement agricole de l'Institut de Genève, la réussite des étudiants est due aussi à l'accompagnement personnalisé de l'établissement. Notre objectif, en fait, il est centré sur l'humain, principalement. Donc je pense que c'est aussi ça qui fait qu'on choisit de venir étudier à l'Institut de Genève. Donc cet accompagnement, il n'est pas que scolaire, ce que l'on peut s'attendre de manière normale dans un établissement d'enseignement, mais il est aussi sur la personne, essayer de comprendre ses difficultés. On a beaucoup de jeunes aujourd'hui dans les générations actuelles qui ont des difficultés personnelles, qui sont en souffrance, et donc notre objectif, c'est de les accompagner à trouver la meilleure solution pour surmonter ces difficultés-là. Ça peut être aussi un accompagnement spirituel, on le propose aux jeunes qui en ressentent le besoin, et je pense qu'en tant qu'établissement catholique, on est vraiment les mieux placés pour pouvoir les accompagner. Une approche avec un résultat visible. Dans certaines formations en enseignement agricole,
Le taux de réussite approche les 100%. Non, mais c'était bien. Merci. Nous retrouvons maintenant Jean-Marc Petit, délégué général de RENASUP, et Sylvie Dacosta, déléguée générale adjointe. Bonjour et merci beaucoup à tous les deux d'être là. Bonjour. RENASUP, c'est le réseau des établissements catholiques d'enseignement supérieur. Peut-être pour réagir à ce reportage à l'Institut de Genève, Jean-Marc, à quoi tient la réussite d'un élève en voie professionnelle ? Le premier facteur, ça va être sa motivation. C'est sûr que quand un jeune a choisi une formation, qu'il y a pensé et qu'ensuite il la vit, eh bien, évidemment, ses chances de réussite sont décuplées. C'est plus compliqué pour d'autres élèves qui, finalement, se sont retrouvés dans la voie pro un peu parce qu'à la fin du collège, il fallait faire un choix, que la voie générale et technologique ne leur correspondait pas. Et ce qui va, à ce moment-là, être très important, c'est la façon dont on va accompagner ce jeune, on va le recevoir, l'accompagner, le guider, et peut-être aussi développer une pédagogie qui soit plus centrée sur la pédagogie de projet, celle qui correspond souvent mieux à l'élève qui entre dans la voie pro. Quand on est un peu perdu, Sylvie, c'est possible de se réapproprier, même en cours de cursus, en cours d'études, de son orientation, d'y voir plus clair ? Ah oui, complètement, heureusement. C'est-à-dire qu'on a des parcours... heureusement que les parcours scolaires ne sont pas que des parcours linéaires, sinon on rentrerait dans une case et on ne pourrait plus en sortir. Donc oui, évidemment... C'est parfois la crainte, hein. Oui, c'est parfois la crainte, mais c'est tout l'intérêt d'avoir justement plusieurs propositions, des passerelles possibles, des équipes qui accompagnent et qui permettent aussi ce changement ou cette réappropriation finalement du cursus scolaire que quelquefois on a un petit peu du mal quand on est un jeune à assumer ou à assurer. Il y a en France une dynamique autour de l'apprentissage, on le voit, et notamment depuis 2018 avec cette loi de transformation justement de la vie professionnelle qui permet de la formation professionnelle, qui permet une formation entre école et entreprise. Près de 880 000 nouveaux contrats signés en 2024 contre 300 000 en 2017. Ce sont les chiffres du ministère de l'économie, soit plus d'1 million d'apprentis sur une année. Est-ce que ça modifie en profondeur le rapport à la voie professionnelle ? Alors, oui et non. Il faut quand même savoir que le développement de l'apprentissage, c'est surtout fait par le supérieur. Et ça, forcément, ça donne une dimension, je vais dire, de prestige. Et qui fait que l'apprentissage, finalement, dans le supérieur, l'apprentissage dans une grande école ou l'apprentissage même dans un BTS, ça reste quelque chose de plus valorisant malgré tout, aujourd'hui, qu'un apprentissage post-troisième. Ce qui peut changer les choses, c'est quand même le fait que des enseignants qui habituellement avaient uniquement des élèves devant eux vont devoir maintenant travailler avec des apprentis, si bien que les approches pédagogiques, compte tenu ne serait-ce que des temps de présence et de la relation avec le monde de l'entreprise, modifient les méthodes. Donc c'est un regard neuf en fait que ça suscite, à la fois par les milieux enseignants, les écoles, les établissements, mais aussi évidemment les familles, toute la société. Oui, complètement. Et je crois que l'apprentissage aussi dans l'enseignement supérieur permet aussi des parcours de jeunes qui vont pouvoir poursuivre, en tout cas avoir envie de poursuivre dans le supérieur, en ayant en tête aussi l'idée que du coup ils ne vont pas gêner financièrement leur famille, parce qu'il y a aussi cette dimension dans le supérieur qui est importante. Sur la réalité financière, puisqu'on parle de l'enseignement catholique, c'est l'enseignement privé, les familles doivent contribuer à la formation des élèves. Est-ce que la voie professionnelle est plus onéreuse ? Alors, l'enseignement catholique est soit sous contrat, soit en apprentissage. Ce qui veut dire que si c'est sous contrat avec l'État, naturellement, une bonne partie des coûts de formation, des coûts de fonctionnement de formation sont financés par l'État. Si bien qu'on va demander généralement une participation des familles qui sera modeste et en tout cas, de toute façon, à la hauteur de la capacité de la famille. On ne veut pas qu'une famille puisse renoncer à venir chez nous parce qu'elle ne pourrait pas assumer le coût financier. Ce qui est dommage, c'est que beaucoup de familles ne le savent pas et s'autocensurent.
En réalité, vous pouvez, si vous n'en avez pas les moyens, on vous accueillera de toute façon. Par ailleurs, si c'est un apprentissage, là, de par la loi, eh bien, on ne peut rien demander en termes financiers aux familles, donc c'est à coût zéro pour les familles. Et naturellement, l'apprentissage d'enseignement catholique, c'est à coût zéro. Il faut bien faire attention. Quand on parle du privé, de ne pas confondre le privé lucratif qui est venu finalement sur ce secteur comme il aurait pu aller sur un autre secteur parce que finalement, les marges étaient suffisantes pour rémunérer des actionnaires qui sont parfois des fonds de pension au Canada. Je ne vise personne. De ce côté-là, nous sommes bien sûr dans une structure une offre non lucrative, où le projet n'est pas bien sûr de rémunérer des actionnaires, mais de rendre un service à la jeunesse de ce pays avec notre caractère propre. J'ai l'habitude de dire, finalement, l'enseignement catho, chez nous, c'est ni des usagers comme on pourrait penser d'un côté, ni des clients comme on peut le penser dans le secteur lucratif dont je viens parler, mais d'abord et avant tout des personnes qu'on veut accompagner vers la réussite, leur réussite. On a souvent des représentations en tant que famille de ce qu'est un métier, de ce qu'est un cursus plus ou moins long. On va plutôt avoir des familles de milieux peut-être plus défavorisés ou plus populaires qui vont plutôt avoir tendance à regarder du côté de l'enseignement professionnel ou alors de voie plus courte. Et puis des familles de milieux plus favorisés qui vont penser que la voie idéale, c'est la voie du lycée général. L'intérêt aujourd'hui serait que l'on puisse voir la voie professionnelle et la voie générale finalement en fonction du parcours du jeune et pas en fonction du milieu dans lequel il vient, de la représentation des parents en tout cas. Alors on trouve souvent d'ailleurs une plus grande résistance contre l'entrée en voie professionnelle dans les milieux favorisés. C'est-à-dire qu'on fait le forcing pour aller dans le général. Parce qu'on pense que le général, c'est forcément la panacée de la réussite. Seul problème, c'est que quand on pense qu'aujourd'hui, par exemple, à l'université, en gros, seuls 40%, on retrouvera en réussite, en licence, que 40% des gens qui sont entrés en L1. Dans les 60% restants, il y a quand même beaucoup de jeunes qui venaient de la voie générale. Donc, il faut s'intéresser à la question de la capacité, du goût de chaque élève étudiant. Et on peut dire d'ailleurs que choisir la voie professionnelle, ça n'est pas renoncer à des études supérieures. C'est d'ailleurs tout votre engagement à RENASUP. La voie professionnelle, c'est une voie qui se construit par étapes. Il faut qu'à chaque étape de diplôme, en général, le jeune choisisse entre l'insertion professionnelle, parce qu'il veut rentrer sur le marché du travail, et la poursuite d'études. Et pour ça, il faut construire tous ces dispositifs de poursuite d'études. C'est tout ce qu'on a développé au travers d'abord des cordées de la réussite qu'on a développé aussi, faute de financement public, avec la Fondation Saint-Mathieu, où on a financé des dispositifs permettant aux jeunes de mieux passer du bac pro vers le BTS, puis souvent l'appétit venant en mangeant du bac pro vers la licence professionnelle, voire la licence. Mais ce qui est important, c'est que chacun trouve à chaque étape une offre s'il souhaite construire. Et c'est tout le travail qu'on a engagé avec les établissements sur ce niveau. La réalité, c'est que peut-être il y a quelques années, l'embauche au niveau bac pro était plus simple qu'aujourd'hui. Et les entreprises, on les entend dire que les jeunes ne sont pas assez mûrs quand ils sortent du bac pro. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, un besoin du côté des élèves d'être davantage accompagnés, d'avoir davantage de temps pour mûrir ? Je pense que oui. On dit souvent que l'école doit se rapprocher de l'entreprise, mais je crois qu'il faut aussi que l'entreprise se rapproche de l'école, qu'elle soit consciente que ce sont des jeunes qui arrivent, qu'ils ont besoin d'être accompagnés, qu'ils sont encore en formation. Et ça, je crois que voilà, ce pas, il est important à faire des deux côtés. On sait aussi que parmi les attentes des entreprises, vous parlez de maturité, eh bien, se pose la question des codes sociaux, ce qu'on appelle les soft skills, et qu'il est très important. Et ça, on a des choses vraiment spécifiques à apporter dans nos projets d'établissement en matière d'accompagnement des jeunes à différents niveaux, y compris éthique, parce que sur certains métiers comme par exemple le secteur social, la dimension éthique est quand même majeure.
Et là, nous n'avons pas peur de nous engager à ce niveau-là, naturellement. Vous parliez d'insertion, c'est sûr que l'insertion au niveau bac pro est plus simple. Si on est dans un bac pro, dans les champs très techniques ou dans le champ social où il y a des attentes, c'est beaucoup plus compliqué dans le secteur tertiaire qui demande une poursuite d'études, d'où la nécessité de construire des vrais parcours de poursuite d'études pour que la voie tertiaire, comme les autres, puisse aboutir à une insertion. Nous, ce qu'on veut, c'est quand même faire aussi grandir des jeunes, leur permettre de choisir, mais en même temps, de trouver toutes les qualités nécessaires à leur employabilité, naturellement. Merci beaucoup Jean-Marc Petit, merci beaucoup Sylvie Dacosta pour vos encouragements aux jeunes à s'engager dans cette voie professionnelle. On associe, vous évoquiez le caractère propre de l'enseignement catholique, ce qu'il a à apporter dans la transmission des savoirs de manière spécifique. On associe souvent ce caractère propre à la dimension confessionnelle et spirituelle, mais précisément cela s'étend à l'anthropologie chrétienne, à la manière d'accompagner les élèves et de transmettre ces savoirs. Notre journaliste Alexei Vochniuk s'est rendu au lycée Saint-Jacques de Compostelle à Poitiers. Maintenant, on va faire ton petit visage. Et voilà. À l'ensemble scolaire Saint-Jacques de Compostelle, les élèves du baccalauréat professionnel accompagnement, soins et services à la personne s'exercent au geste de leur futur métier. Et là, je commence du plus sale au plus propre. Exact. L'exercice pratique se passe avec des poupées pédagogiques. Donc le cou, pourquoi il faut y porter une attention particulière? Parce qu'il peut y avoir du lait dans ses plis de cou. Le cours du jour porte sur les soins des tout-petits. Au-delà de la technique à acquérir, c'est aussi une attention à l'autre essentielle à intégrer, souligne Florence de Fontaine. Au cours de toutes ces séances de pratique et même quand les élèves ont un stage, on essaye de leur apporter du mieux que l'on peut une approche humaniste, donc avec notamment un grand respect de la dignité de la personne humaine, quel que soit son âge. Donc ça, c'est quelque chose qui est incontournable. Cette vision peut parfois être confrontée à certaines questions sensibles comme la fin de vie. Dans ces cas, Florence veille à ouvrir le débat sur plusieurs points de vue pour les former à l'esprit critique. On a certains chapitres qui abordent justement la fin de vie, donc qui font partie du programme. L'idée est de toujours élargir la réflexion. C'est vrai que nous, on a des programmes à respecter, donc évidemment, on rentre complètement dans les clous à ce niveau-là, mais ça permet aux élèves d'avancer dans leur propre réflexion personnelle. Attention, la maltraitance, c'est pas l'inverse de la bientraitance. Pour sensibiliser les étudiants à ces questions, en marge du parcours scolaire, des échanges et des événements sont organisés pour ceux qui le souhaitent. Pour Hélène Dessert, ces moments permettent d'aborder l'anthropologie chrétienne qui peut éclairer leur futur travail. Là, avec cette classe, par exemple, on a un temps de projet. Ce projet, c'est de créer l'EHPAD du futur. Donc, on participe à un concours académique où on va défendre notre idée d'EHPAD du futur. Évidemment, leur réponse, c'était tout de suite, on va mettre du numérique, on va mettre de l'IA, etc. Et on a eu tout un temps de réflexion, même en co-intervention, etc., sur la façon dont les personnes âgées, par exemple, ont envie d'être accompagnées aujourd'hui. Est-ce que c'est par un robot ou pas? Ou est-ce que c'est dans l'humain? Par ces exemples-là, les défis d'aujourd'hui sont de conduire les jeunes vers une relation humaine. On a quand même réussi à sensibiliser une grande partie des jeunes. Et ça, cet engagement porté par l'ensemble du corps enseignant est jugé essentiel, témoigne la directrice Myriam Giret. Pour moi, la religion catholique, en tout cas telle que je la vois, c'est avant tout une liberté et une liberté de choix. Et on est là pour faire des propositions, on est là pour dire qui on est là pour dire ce à quoi on croit, mais alors surtout en laissant libre. L'établissement Saint-Jacques de Compostelle accueille environ 1700 élèves de la 6e au supérieur dans des filières générales, technologiques et professionnelles, dont une filière médico-sociale d'environ 300 élèves. Il propose également un centre de formation dédié aux adultes en reconversion dans les secteurs sanitaires et social. Bonjour Monsieur Martin. Bonjour Monsieur Martin. Comment allez-vous? Dans une salle de simulation, les conditions d'un EHPAD sont reproduites pour former les aides-soignants. Mon bras, l'infirmière, elle m'a posé quelque chose, ça me fait mal. Depuis la régie, la formatrice Hélène Moine guide les stagiaires. Le cœur du métier, c'est vraiment les relations humaines, savoir adapter sa réaction face aux patients et savoir même adapter sa communication non verbale, parce qu'il y a beaucoup de choses
qui se voit sur le visage et qui pourrait inquiéter les patients parce que les patients ils sont dans leur lit, ils nous regardent et ils voient nos réactions sur nos visages, dans nos yeux. Effectivement, toutes ces choses sont très très importantes. Rassurez-vous, il n'y a pas d'aiguille dans le bras. Pour Benjamin, en reconversion, cette formation donne aussi des repères éthiques. Sur le terrain, il y a des moments où on peut être confronté à des personnes qui en ont absolument rien à faire, qui font leur travail et c'est tout. Et c'est vrai que ça rentre un peu en conflit avec ce qu'on apprend et cette bienveillance qu'on vit en fait dans ce centre de formation. C'est vrai que ça nous amène après sur le terrain à faire la même chose au niveau de nos collègues, mais aussi bien au niveau des résidents et des patients auprès desquels on intervient. Pour le directeur du centre, Cyril Guillet, le principe fondamental chrétien qui l'inspire est de mettre au centre de son travail la personne en face de soi. Ça veut dire qu'on va essayer de se mettre dans la peau du patient et de transmettre aux futurs professionnels, à tous les stagiaires, l'idée que la prise en charge, au-delà de la technicité et de la spécificité des soins abordés en fonction des spécialités, qu'au-delà de ces spécificités-là, l'important, c'est l'humain qui est au centre de tout. Un projet éducatif au cœur de la formation de ces futurs professionnels. Ce reportage à Poitiers nous rappelle que la foi chrétienne est le fondement de l'identité et de la proposition de l'enseignement catholique dans des établissements ouverts à tous. Ici, au lycée Le Rebourg, à Paris, l'établissement tient à ce que l'évangile soit incarné et vivant. Dans l'emploi du temps des secondes, par exemple, est inscrit un temps au carrefour humain et spirituel. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parlera d'une question. Il y a une guerre qu'on peut définir juste ou la guerre c'est toujours injuste. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, la guerre, c'est pas forcément une solution. Si on continue à faire la guerre, ça va continuer, et puis ça va être de plus en plus violent surtout. La rivalité, c'est pas seulement entre États, entre populations. Ça part de la relation avec les autres. On peut lire un petit texte de la lettre de Saint Jacques, chapitres 3 et 4. Je vous propose maintenant de rejoindre le lycée Léonie Avia à Troyes, où les sœurs oblates de Saint-François de Sales veillent à cultiver particulièrement le caractère propre de leur établissement. C'est un reportage de Juan Diego Ortubé. Chaque matin, les 5 sœurs présentes dans l'établissement se retrouvent dans la chapelle pour confier la journée dans la prière. Prions pour tous nos élèves, tous nos enseignants, le personnel, afin qu'ils aient une journée où ils puissent accueillir tout ce qu'il leur est offert. Quelques minutes plus tard, le lycée s'éveille. On est déjà au travail, ou encore au travail. Dans cet établissement catholique, 190 élèves suivent l'une des 7 formations professionnelles proposées, comme les métiers de l'accueil, du commerce ou encore de fleuriste. Entre cours et ateliers, la pastorale se vit de manière très concrète. Ici, le spirituel n'est pas détaché du matériel. Jésus s'est incarné et notre spiritualité, c'est une spiritualité incarnée qui concerne tout l'homme. Et dans le monde professionnel, on ne peut pas avoir des formations qui ne sont pas accessibles aux jeunes et qui ne les ouvrent pas au monde. Nos jeunes qui arrivent sont souvent des jeunes en difficulté, qui ont besoin d'être accompagnés avec des formations qui leur permettent une grande ouverture au monde professionnel. Vous savez que Sœur Marie-Madeleine est anglaise et elle a fêté ses 50 ans de vie religieuse. La présence des sœurs rend visible le caractère propre. Les jeunes ne peuvent pas ne pas voir qu'ils rentrent dans un établissement catholique. Les jeunes, on les accueille comme ils sont. Si le jeune est musulman, je lui demande est-ce que Jésus est fils de Dieu? Il doit être capable de me dire non, parce que pour lui, Jésus n'est pas fils de Dieu. Mais il doit aussi être capable de m'entendre dire oui, parce que pour moi, il est fils de Dieu. On offre ce que nous, on est, et au fur et à mesure, lui va accueillir ce dont il a besoin pour grandir. On y va! Hop, c'est parti! Dans leur cursus habituel, une réflexion humaine et spirituelle est proposée aux élèves 2 fois par semaine par l'une des sœurs. On va réaliser un nuage de mots en direct sur l'essentiel que vous avez retenu de Pâques. La dimension spirituelle, elle est là pour donner une âme, pour donner du sens à tout ce qui est vécu.
On essaie de réfléchir pour leur donner des petits moyens, des petites lumières qui vont leur permettre de construire leur vie. Si le soir, avant de vous endormir, vous vous disiez « Qu'est-ce qui était beau aujourd'hui dans ma vie ?» Et vous allez voir qu'il y a forcément des belles choses qui se passent dans vos journées. Ce cours fait vraiment réfléchir du coup sur la perception de la vie et personnellement je suis pas croyant. Pour moi, on peut pas savoir si Dieu existe ou pas. C'est pour ça que je ne crois pas en Dieu, mais je respecte toutes les religions. Et après, oui, c'est toujours intéressant de connaître la religion chrétienne. Ça permet aussi de se cultiver si on n'est pas croyant, mais qu'on veut approfondir notre connaissance. Après, aujourd'hui, on a appris un peu tout ce qui était sur Pâques, Jésus, et le sens du pardon, qu'il faut accepter de pardonner, même si c'est pas facile. Chaque jour à 15h, tout le monde se retrouve dans la grande salle. La directrice partage les informations de la journée, suivie d'un petit temps de prière. Demain, je n'ai pas besoin de vous rappeler que c'est un jour férié. Alors on parle beaucoup de la fête du muguet, de la fête du travail. C'est aussi la fête de Saint Joseph, artisan, Saint Joseph travailleur. Saint Joseph, c'est le père adoptif de Jésus. Et nous pensons aussi à demander à Dieu qu'il bénisse notre travail, qu'il bénisse votre travail, pour que ce soit un travail qui vous fasse grandir. Pour les jeunes, étudier ici prend un sens particulier au-delà de la formation professionnelle. Je suis venu dans un parcours professionnel parce que je veux devenir concessionnaire automobile et pour ça, il faut faire des études de commerce. Ici, je me sens plutôt accompagné grâce aux profs qui sont toujours à l'écoute, aux sœurs si on a besoin d'aide, ou peu importe si on a des questions sur notre orientation plus tard, sur ce qu'on va faire, ils peuvent être là à nous répondre à la moindre question qu'on a. D'être venu ici dans ce lycée, pour moi, ça a été important aussi vis-à-vis de la religion, parce qu'on en apprend énormément. Le fait aussi d'être avec les sœurs qui vivent en communauté, ils sont beaucoup à l'écoute. J'en ai parlé avec la sœur pour me préparer au baptême. C'est vrai que pour moi, c'est un grand pas et que, encore une fois, le lycée m'a beaucoup aidée. Moi, mon grand désir, ce serait que tous les élèves qui sont passés au lycée Avia puissent dire « Là où l'on m'a parlé de Dieu, j'ai été aimé ». Bonjour Guillaume Prévost. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au secrétariat général de l'enseignement catholique. J'aimerais pour commencer, quand vous étiez délégué général du think tank Vers le Haut, vous citer parce que vous sembliez insatisfait de la réalité de la voie professionnelle en France. À nos confrères des Échos en 2023, vous disiez « Si l'objectif est l'insertion, pourquoi ne ferme-t-on pas simplement ces lycées professionnels pour privilégier l'apprentissage ? Et à contrario, si l'ambition se mesure au volume des enseignements généraux, que sont venus faire les élèves dans cette galère ?» Alors du coup, maintenant que vous êtes secrétaire général de l'enseignement catholique, pour vous, c'est quoi la vocation de cette voie professionnelle au sein des établissements d'enseignement catholique? Alors mon regard, il est forcément un peu différent, puisque le rôle d'un think tank, c'est de bousculer, éventuellement de provoquer un peu le débat sur cette question des filières professionnelles en France, et que en tant que secrétaire général de l'enseignement catholique, c'est, je le rappelle, 7000 établissements, 20% des enfants, et un développement particulièrement important dans la voie professionnelle, où nous sommes présents à la fois dans les voies scolaires, dans les lycées professionnels dont vous parliez à l'instant, et à la fois dans l'apprentissage dont l'enseignement catholique est un acteur historique très en pointe dès le début du XXe siècle, notamment sur la question sociale, sur la question ouvrière, et puis aussi sur la question de l'implication. Quand les grands industriels se sont lancés dans des œuvres éducatives, notamment dans le Nord, ils l'ont fait souvent avec l'enseignement catholique, comme je pense par exemple à Tourcoing, où on a un ensemble d'établissements qui s'appelle l'EIC, qui est particulièrement en pointe sur ces questions d'enseignement professionnel. Donc l'enseignement catholique est un acteur de plein pied de la voie professionnelle dans ces deux dimensions, je le rappelle, scolaire et apprentissage. Donc mon rôle, il n'est pas ici d'opposer ces deux dimensions de la voie professionnelle, mais je garde quand même cette idée que finalement en France, quand on veut valoriser la voie professionnelle, au fond, on veut la déprofessionnaliser. Et là, il y a un paradoxe qu'à mon avis, il nous faut dépasser, parce que si
on considère que valoriser la voie professionnelle, finalement, c'est faire reculer le temps effectivement passé dans les professions et renforcer le temps passé dans l'école, on voit bien qu'on n'est pas en train de valoriser la voie professionnelle. On est en train, quelque part, d'en faire une voie généraliste bis, et donc fatalement de la dévaloriser. Pour moi, la question, elle reste entière. Si on veut valoriser la voie professionnelle, c'est le travail qu'il faut valoriser, c'est l'entreprise, c'est la capacité à faire, à porter des projets, et pas seulement à être élève dans une salle de cours. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux familles qui nous regardent, aux jeunes qui se posent des questions? Parce qu'on sait aussi qu'il y a aujourd'hui une très forte anxiété sur l'avenir, l'orientation. C'est une question lancinante. Évidemment, il y a AFELNet pour un certain nombre d'élèves. Il y a bien sûr Parcoursup avant le bac, pour le post-bac. Moi, je crois qu'au-delà des anxiétés que vous avez raison de souligner, la question centrale dans l'éducation, c'est la question du sens. L'école ne fait plus sens. L'école n'est plus toujours porteuse de sens. Quand 80% d'une génération va au baccalauréat, quand 50% d'une génération va dans des études supérieures, quand le quart d'une génération arrive au niveau master, on se retrouve avec des enfants qui ont fait 3, 5 ans d'études, qui sortent avec 1, 2, parfois 3 bac plus 5 et qui ne trouvent pas de métier, ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire, n'ont pas acquis les compétences auxquelles ils aspiraient pour rentrer dans leur vie professionnelle et finalement ont du mal à 25 ans, voire 30 ans, à rentrer dans la vie professionnelle. Je crois que là, il y a une crise de sens qu'il faut que nous prenions au sérieux. Et donc, la question des filières professionnelles, la question du faire, la question de la main, la question du faire ensemble, la question de la capacité de l'école à mettre l'enfant en situation de porter des projets, à faire des choix, elle est décisive pour l'avenir de l'école. Et donc, je leur dirais, il ne faut pas que la peur vous guide. Il ne faut pas que l'angoisse d'être comme tout le monde vous guide parce que ça vous mènera jamais loin. La peur, elle nous mène jamais loin. Ce qui est décisif dans la vie, c'est la vie est une grande aventure, il faut la vivre, il faut aller au bout de ses idées. Et c'est comme ça qu'on fait des choix, c'est comme ça qu'on avance. Et souvent, les jeunes, ils sont en recherche de choses concrètes, de choses qui aient du sens, de choses dans lesquelles ils puissent prendre des responsabilités. Et finalement, c'est peut-être plus dans des voies professionnelles un peu valorisantes, avec des perspectives, on va en parler, parce qu'il faut quand même répondre aux besoins de garantie auxquels aspirent légitimement les familles. C'est peut-être dans ces nouveaux cursus à chemin entre la voie professionnelle et la voie générale qu'on va apporter des réponses claires, concrètes, durables aux angoisses des familles et aux aspirations des jeunes, puisque c'est bien ça notre mission. Justement, ça ouvre quelle perspective? Parce que la réalité, peut-être qu'un certain nombre éprouvent, c'est l'échec scolaire, la difficulté. Pour un certain nombre, même peut-être d'avoir été un peu cassé par le collège et d'arriver en troisième avec une vision très dégradée d'eux-mêmes et de se retrouver en voie professionnelle sans parfois l'avoir choisi. On en a parlé dans cette émission. La question qui est posée au fond pour l'avenir de l'école, pour l'avenir de l'ensemble des institutions éducatives, c'est celle de la confiance. Comment on fait pour donner confiance? Et aujourd'hui, les jeunes ne trouvent pas à l'école cette confiance dont ils ont besoin et souvent, même l'école est en... Parce que probablement qu'on veut faire rentrer les enfants dans les mêmes cases. Vous savez, il y a ce vieux clip de Pink Floyd, on voit les enfants sur un tapis roulant, là, ils portent un masque. Alors vous avez le chanteur derrière, We don't need no education. Mais il y a quelque chose qui est devenu réalité. Les enfants, on les met sur des tapis roulants sans se poser de questions, et puis fatalement, ils y perdent leur générosité, leurs aspirations, leur folie, leurs rêves. Un peu broyé par une machine éducative qui est souvent une machine à normaliser. Il faut que notre école redevienne un espace de liberté, redevienne un espace de projet. Et c'est ça, au fond, l'enjeu de la filière professionnelle. Il y a une statistique qui m'intéresse. Quand on regarde les statistiques de l'insertion dans la vie professionnelle, vous vous rendez compte que plus on dure dans les études, moins on fait des choses concrètes. C'est-à-dire qu'au CAP, on est à peu près à 50% de gens qui sortent dans l'industrie, et puis en master, on est à moins de 10%. Et puis ça va décroissant de façon linéaire. Donc en gros, il y a une idée qui s'est installée, plus vous faites d'études, moins vous ferez. Plus vous penserez, moins vous ferez. Et quelque part, l'école est devenue un instrument de retrait du réel. Mais c'est exactement le contraire auquel aspirent les enfants. Ils veulent aller au réel, ils veulent aller à la rencontre de la nature, à la rencontre des enjeux de la production, à la rencontre de l'artisanat, parce qu'ils veulent être acteurs de leur vie. Donc on voit bien qu'il faut qu'on arrive à casser études courtes égale études pro, études longues égale études intellectuelles. Et en même temps, on arrive à casser cette équivalence. Et en même temps, on a envie de réussir, on a envie de gagner un bon salaire. Ça compte aujourd'hui pour les jeunes. On a envie évidemment de faire un métier qui nous plaît, même si on ne sait pas très bien, au fond, ce qui nous plairait.
Vous savez, quand j'avais 15 ans, il y avait un chanteur qui était très connu, qui s'appelait Oxmo Puccino. D'ailleurs, il s'appelle toujours Oxmo Puccino. C'était un chanteur de rap très connu dans ma génération. Et il avait un album qui avait eu un grand succès, qui s'appelait Opéra Puccino à l'époque. Et il y avait une interlude où il avait un échange avec sa CPE. Et sa CPE lui disait « Mais alors, tu veux aller en CAP chaudronnier ?» Et lui, avec sa grosse voix, disant « Chaudronnier, c'est quoi chaudronnier? À quoi ça rime ?» Et nous, on rigolait tous, chaudronnier, chaudronnier. Mais on ne savait pas ce que c'était chaudronnier. 10 ans plus tard, j'étais sur sous-marin, à Cherbourg, et je voyais l'assemblage des tronçons de sous-marins. Et je parlais avec l'industriel des CNS à l'époque, il disait « Mais nous, on n'arrive pas à assembler les tronçons de sous-marins parce qu'il n'y a plus de chaudronniers. » Et là, je me suis souvenu de l'époque d'Oxmo Puccino. Je me suis dit « Mais c'est absurde. Pendant 10 ans, on s'est moqué de ce métier chaudronnier auquel on ne comprenait rien. » Et en fait, 10 ans plus tard, je me rends compte que les chaudronniers, c'est des soudeurs de très haut niveau qui sont payés 4 à 5 000 euros par mois et qu'on n'en produit pas assez pour assembler les sous-marins qui assurent la dissuasion nucléaire de la France. Vous vous rendez compte? Et ça allait à rebours du coup d'une vision de la société sur le rapport à la voie contrario, professionnelle. on a envoyé massivement des jeunes en bac+5 en sciences humaines. Ils n'ont pas de boulot. Ils se retrouvent équipiers chez McDonald's, même si c'est un métier tout à fait honorable, mais je comprends un jeune qui estime que ça ne correspond pas forcément à sa formation. Et donc, quelque part, il y a une promesse qui n'est pas tenue. Et cette promesse, au fond, c'est la promesse de « on va tous être cadres supérieurs ». Ben non, une société, elle n'est pas faite que de cadres supérieurs, parce que où on va acheter nos croissants le matin, qui va faire le pain. Et vous voyez, ça veut dire qu'à un moment, il faut changer de registre. Il faut dire, ce qui est valorisant, c'est pas forcément de penser. Ce qui est valorisant, c'est de faire. Ce qui est valorisant, c'est d'aller à la rencontre. Ce qui est valorisant, c'est de porter des projets. Ce qui est valorisant, c'est d'assumer des responsabilités. Vous voyez, à un moment, le système éducatif, il dit, moins on a de copains, moins on est à l'aise dans la cour de récréation, moins on prend de responsabilités, plus on fera des études longues et plus on sera un leader de la France de demain. On sent bien que ça tient pas la route. Qu'est-ce qui fait défaut? Il va falloir défaut apporter quelque chose Une de nouveau. question de moyens, une question de... Moi, je crois qu'on ne peut pas continuer à dire études pro, études courtes, études intellectuelles, études longues. On ne peut pas continuer cet écosystème. On ne peut pas dire aux jeunes, allez-y, c'est super le pro, mais à 16 ans, tu as un contrat d'apprentissage, tu as 5 semaines de congés payés, et pendant que tes copains font des séjours Erasmus avec des dispositifs payés par le contribuable, toi, tu vas bosser et tu vas payer des impôts. Ça ne tient pas la route. C'est normal que les jeunes ne veulent pas ça. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à proposer des cursus longs, des cursus qui embarquent une expérience internationale, une mobilité, un service civique, des expériences variées, et qui aillent dans les filières de la voie professionnelle. Ça veut dire qu'il faut qu'on prenne les jeunes à 16 ans, en seconde. Il y a plein de jeunes qui en ont un peu marre du collège, qui n'ont pas toujours forcément trouvé l'espace de leur épanouissement, et qu'on leur propose des vrais cursus sur 5 ans. Moi, je te prends à 16 ans, je te fais rentrer chez moi, là, à Saint-Nicolas, des enfants sages ou pas sages d'ailleurs, et on va t'emmener de la seconde au bachelor à travers un cursus varié, de l'apprentissage, des cours généraux, une expérience à l'étranger. On est capable de faire ça, on est capable de créer ces cursus longs, valorisants, avec une expérience internationale, puisqu'on sait que c'est décisif dans la valorisation des cursus, pour véritablement construire un pro d'excellence. Merci Guillaume Prévost pour votre Avec encouragement plaisir, et merci. nous avoir accueillis ici au siège du secrétariat général de l'enseignement catholique. Puis merci bien sûr aux établissements qui nous ont accueillis, aux équipes pédagogiques qui se sont confiées, aux jeunes qui ont confié également leurs témoignages. Et puis je salue les journalistes d'OKTO qui ont contribué à la réalisation de cette émission que vous pouvez retrouver sur notre site ktotv.com. À très bientôt.